La salle se toute. Puis Catherine se leva. Son premier discours depuis sa lutte contre le cancer n'a pas seulement ému la famille royale. Il les a laissés en larmes. Avec des mots posés et une grâce brute, elle a revendiqué sa place de future reine. Ce qui a commencé comme un banquet est devenu un enjeu pour toute la famille royale. La nuit où Buckingham Palace s'est tu. Il était 19h46, une soirée d'automne fraîche à Londres, et les lumières dorées de Buckingham Palace brillaient comme un phare sur le Mall. À l'intérieur des murs du palais, la grande salle de bal scintillait sous d'immenses lustres en cristal. Chaque surface étincelait. Des plateaux d'argent flottaient entre les tables. Les personnalités les plus puissantes du monde, des diplomates, des conseillers royaux et des chefs d'État étrangers étaient assis côte à côte avec toute la famille royale. Mais malgré le faste, quelque chose dans l'air semblait différent. Il y avait un calme inhabituel, le genre de silence qui bourdonne sous les grands moments. Les gens parlaient à voix basse, les visages étaient graves, même l'orchestre jouait plus doucement que d'habitude. Sur le papier, il s'agissait d'un banquet d'État de routine, une formalité pour honorer les chefs d'État en visite. Mais ceux qui étaient dans la salle savaient que c'était plus que ça. Lorsque les toasts d'ouverture se sont terminés, tous les regards se sont tournés vers le podium à l'avant de la salle. La princesse Anne, élégante dans une robe bleu marine profonde avec son expression pragmatique caractéristique, s'est avancée. Elle n'avait pas l'air nerveuse. Elle avait l'air déterminée et, en saisissant le bord du podium, sa voix a traversé le silence comme une lame. Ce soir marque une étape personnelle. Une vague d'attention a traversé la pièce. Les conversations se sont interrompues en cours. Des verres ont été délicatement posés sur les tables. La salle s'est penchée en avant. Après plus de 50 ans de service à la couronne, j'ai choisi de me retirer des fonctions publiques. Des allaitements audibles immédiats. Même les membres de la presse assis le long du mur du fond ont levé les yeux, confus. Elle avait servi plus longtemps que quiconque, à travers les scandales, les couronnements, les pertes. Pendant des décennies, la princesse Anne avait été la constante la plus inébranlable de la monarchie. Et maintenant, elle se retirait. Le silence qui a suivi était si profond qu'on pouvait entendre le faible tic-tac de l'horloge ancienne de la salle de bal. Mais ensuite, elle l'a dit, la phrase qui a fait chuter la température dans la pièce. La princesse de Galles assurera la continuité de ce travail. Toutes les têtes se sont tournées. Le projecteur au-dessus s'est littéralement déplacé vers Catherine, assise à quelques mètres de la scène. Elle était vêtue de soie ivoire fluide, sa posture parfaite, son expression calme. Mais dans ses yeux, il y avait quelque chose de plus profond. Une résolution tranquille, une lueur d'émotion soigneusement retenue. Le moment était venu, et elle le savait. Pendant quelques secondes, elle n'a pas bougé. Ce n'était pas de l'hésitation, c'était de la vénération. Le poids de ce qui venait de lui être confié se faisait encore sentir dans l'air. Puis, lentement, gracieusement, Catherine se leva. Le bruit de sa chaise reculant sembla assourdissant dans le silence. Ses mains effleurèrent doucement les côtés de sa robe alors qu'elle se stabilisait. Son regard parcourut la pièce, mais elle n'avait pas l'air dépassée. Elle avait l'air prête. De l'autre côté de la table, le prince William se tourna vers elle, les yeux pleins de fierté tranquille. Et à côté de lui, le roi Charles regardait avec un regard impossible à mal interpréter. Approbation, confiance, espoir. La princesse Anne s'éloigna du podium et regagna sa place sans fanfare. Elle n'avait pas besoin d'applaudissements. Elle n'en cherchait pas. Son dernier acte de service venait d'être accompli, pas avec une médaille ou une cérémonie, mais avec un nom. Catherine, la princesse de Galles, n'était plus en attente, et ce qui allait suivre marquerait la première étape de la réécriture de l'histoire royale. Le moment où Catherine s'est levée. Pendant un instant, toute la salle a retenu son souffle. Alors que Catherine se levait de sa chaise, le silence qui a balayé la salle de bal de Buckingham Palace était presque étrange. Des dizaines de membres de la famille royale de haut rang, de fonctionnaires étrangers et de membres du personnel royal de longue date étaient figés, regardant, attendant.
Le seul bruit était le doux bruissement de sa robe de soie ivoire, qui se prenait doucement contre le bord de sa chaise. Ses mouvements étaient contrôlés, délibérés, mais ceux qui lui étaient proches l'ont remarqué en premier, ses mains tremblant très légèrement, le genre de tremblement qui ne vient que lorsqu'on porte trop d'émotions dans trop peu d'espace. Pourtant, son dos restait dédroit, ses yeux fixés vers l'avant, son menton relevé. Pas d'hésitation, pas d'excuse. Ce n'était pas seulement son premier discours depuis qu'elle s'était retirée pendant sa convalescence contre le cancer. C'était la première fois qu'elle parlait en tant que future reine consort aux yeux du monde. Et elle le savait. Elle s'est dirigée lentement vers le podium, chaque pas résonnant plus fort que l'orchestre n'avait joué toute la nuit. La salle était silencieuse, regardant, écoutant, espérant. Puis elle a parlé. « J'accepte cet honneur », commença Catherine, sa voix douce mais claire. « Non pas pour moi-même, mais pour l'avenir du service. » L'impact fut instantané. À travers la pièce, William, assis juste derrière elle, passa sous la table et toucha doucement sa main. Une démonstration silencieuse de force. Son pouce bougea très légèrement, rassurant, stabilisant, fier. De l'autre côté de la pièce, le roi Charles baissa brièvement les yeux. Quand il releva les yeux, ils brillaient visiblement. Pas seulement de fierté, mais de quelque chose de plus profond, de plus lourd. L'avenir de sa famille se déroulait juste devant lui. Catherine n'a pas élevé la voix. Elle n'avait pas besoin de le faire. Chaque mot est arrivé exactement là où il devait arriver, droit dans le cœur de ceux qui écoutaient. Elle a parlé de service, oui, de résilience, oui, mais elle a aussi parlé en tant que femme, qui avait fait face à quelque chose de terrifiant et qui était revenue non pas plus petite, mais plus forte. Chaque défi, dit-elle lentement, sa voix se stabilisant à chaque mot, est une chance de servir avec plus de compassion. Toute la salle l'a ressenti. Elle n'a jamais mentionné le cancer par son nom. Elle n'avait pas besoin de le faire. Il était tissé dans son ton, son rythme, sa présence. Tout le monde savait ce qu'elle avait traversé. Et tout le monde savait ce que cela signifiait, qu'elle soit ici maintenant. Au fond de la salle de bal, même les aides de palais les plus chevronnés, ceux qui sont formés pour ne montrer aucune émotion, ont été vus se détourner subtilement, en essuyant leurs yeux derrière les piliers tis dorés. Un diplomate espagnol, connu pour être notoirement peu impressionné par les mises en scène royales, se serait penché vers son voisin et aurait chuchoté « Voilà votre prochaine reine ». Personne ne l'a corrigé. Alors qu'elle continuait, Catherine a remercié la princesse Anne pour ses décennies de service. Elle ne s'est pas attardée. Elle n'a pas dramatisé, mais ses mots étaient empreints de vénération, de gratitude. Elle a qualifié Anne de modèle de force tranquille et a promis de porter son héritage avec humilité et action. Au moment où elle a terminé et est retournée à sa place, l'énergie dans la pièce s'était transformée. Il n'y a pas eu d'applaudissements polis, pas de bavardage précipité, juste quelque chose de bien plus profond. Pas de l'admiration, pas de formalité, de la vénération. Le discours avait duré un peu moins de 4 minutes, mais ces minutes avaient remodelé l'atmosphère de la monarchie. Ce que personne ne savait en regardant. Ce que les caméras n'ont pas montré, c'est que ce moment avait été soigneusement planifié pendant des mois. Derrière les murs du palais de Kensington, à travers la convalescence, à travers la douleur, à travers la formation et les répétitions chuchotées, Catherine s'était préparée pour cette nuit. Ce n'était pas seulement son moment, c'était le début discret de quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand. La main qui a passé le flambeau. Pendant plus de 5 décennies, la princesse Anne a été l'acier de la monarchie. Qu'il pleuve ou qu'il vente, scandale ou calme, elle a travaillé sans faire d'histoire. Plus de 20 000 engagements royaux, plus de 300 œuvres de bienfaisance et pas une seule fois elle n'a demandé de compliments. Elle était la membre de la famille royale qui travaillait le plus dur et tout le monde le savait. Ainsi, lorsqu'elle a annoncé sa retraite lors du banquet de Buckingham Palace, ce n'était pas seulement une décision personnelle. C'était un changement tectonique au sein de la maison Windsor. Mais ce n'était pas soudain. En secret, au cours des 11 derniers mois, Anne avait préparé quelqu'un d'autre à son rôle. Pas n'importe qui, Catherine, princesse de Galles. Cela a commencé discrètement.
Des réunions à Gatcombe Park, des déjeuners non annoncés, Anne a tout partagé. Ses méthodes, ses compétences en diplomatie, sa capacité à rester silencieuse quand c'est nécessaire et à parler avec audace quand c'est important. Elle a donné à Catherine son plan complet. Le service ne consiste pas à être sous les projecteurs. Anne lui a dit un jour en privé, « Il s'agit d'être présent. » À huis clos, le roi Charles était pleinement conscient. Des sources affirment qu'il a même encouragé la transition, la qualifiant d'évolution naturelle de l'héritage. Anne a vu quelque chose en Catherine, de la force sous la grâce. Une femme qui, malgré son ton doux, avait lutté contre la maladie, la pression médiatique incessante et qui se comportait toujours comme un souverain en devenir. Elle n'avait pas besoin de faire ses preuves. Elle l'avait déjà fait. Quand Anne s'est éloignée du podium, ce n'était pas seulement un changement de fonction. C'était la transmission cérémonielle d'une couronne sans couronne, et elle l'a transmise volontairement. Ce n'est pas une retraite, Anne a dit à ses aides quelques jours plus tôt. C'est passer le flambeau avant que le feu ne s'éteigne. En donnant à Catherine la sacène, Anne ne se retirait pas. Elle se mettait de côté. Et ce que Catherine a fait ensuite a clairement montré qu'elle était prête à s'élever. Le discours qui a fait pleurer une nation. Quand Catherine a commencé à parler, ce n'était pas fort. Ce n'était pas nécessaire. Sa voix avait la seule chose que des années de protocole palatial ne peuvent pas entraîner. La vérité, vêtue d'une robe ivoire avec une simple broche de saphir portée autrefois par la princesse Diana, elle se tenait non pas comme un symbole, mais comme une survivante. Le moment était calme, douloureusement humain. Mais ensuite, les mots ont commencé. Dans les moments calmes de la convalescence, j'ai appris quelque chose d'important. Chaque défi est une invitation, non pas à reculer, mais à s'élever. Et juste comme ça, la salle de bal s'est penchée en avant. On n'entendait que sa voix et les reniflements occasionnels des diplomates qui essayaient de se retenir. Catherine n'a pas parlé directement du cancer. Elle n'avait pas à le faire. Son ton l'a fait pour elle. Doux mais ferme, émotionnel sans être fragile. Elle a parlé de service, de reconstruction, de marcher avec les gens, pas devant eux. Elle a lié son parcours personnel à quelque chose de plus grand. La monarchie doit être synonyme de résilience, pas de perfection. Elle s'est arrêtée après cela. Le silence a résonné plus fort que les applaudissements. Même la reine Camilla, connue pour sa réserve, avait l'air les yeux embués. Et le prince William, il n'a jamais cessé de la regarder. Il y avait de la fierté, oui, mais aussi quelque chose de plus profond, du respect, de l'admiration. Le message de Catherine a touché quelque chose au sein de la nation. Elle n'exigeait pas la loyauté, elle la gagnait. En un seul discours, elle a rappelé au public pourquoi la monarchie est importante et pourquoi elle doit évoluer. Même les médias étrangers n'ont pas pu l'ignorer. À 21h30, des images du discours étaient déjà devenues virales. Les tiers à travers la France, le Canada et la Nouvelle-Zélande disaient tous la même chose avec des mots différents. La reine n'est pas arrivée, mais elle s'est réveillée. Il ne s'agissait pas de la robe, des bijoux ou du lieu. Il s'agissait d'une femme debout devant le monde, ne demandant plus la permission de diriger, mais commençant simplement à le faire. Et le lendemain, les aides du palais ont confirmé qu'il ne s'agissait que du début de quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand. La préparation cachée derrière ces mots. Le discours de Catherine n'a pas été écrit du jour au lendemain. Il était le fruit de mois de préparation calme et ciblée, loin des yeux du public et encore plus loin des projecteurs du palais. Alors que le monde attendait et spéculait dans sa convalescence contre le cancer, elle faisait plus que guérir. Elle étudiait, s'entraînait et se préparait à diriger. Cela a commencé à Gatcombe Park, où elle a rencontré la princesse Anne en secret absolu. On a dit aux aides de ne pas inscrire les visites dans les calendriers internes. Anne, qui fait rarement des gestes émotionnels, l'aurait accueillie avec du thé et un épais dossier de notes. Des années d'expérience condensées en une sagesse que seule une autre femme royale pouvait comprendre.
Si vous allez parler, lui a dit Anne, faites en sorte que cela compte. Chaque mot doit avoir un sens. À partir de ce moment-là, la préparation de Catherine est devenue de niveau militaire. 2 fois par semaine, elle s'entraînait à huis clos, au palais de Kensington, dans des salles privées et même dans le propre salon d'Anne. Elle n'a pas seulement mémorisé un discours, elle a appris à parler comme une royale, mais à avoir l'air d'une humaine. Il y a eu aussi du coaching. Un ancien directeur de la voix de la BBC a été discrètement engagé pour aider Catherine à maîtriser les pauses, le ton et ce que les initiés appelaient la cadence de la reine. Cette capacité à paraître calme même en prononçant des vérités difficiles. Elle répétait une phrase, puis demandait « Est-ce que ça sonne trop formel ?» Si la réponse était oui, elle la réécrivait elle-même. Un aide du palais a dit que c'était la voix de Catherine du début à la fin. Elle s'est assurée que personne d'autre ne façonne le message. Chaque mot du discours a été soigneusement conçu pour montrer de la force sans paraître froid et de l'émotion sans perdre le contrôle. Il a tracé la ligne entre la tradition royale et la vérité personnelle. Même la broche qu'elle portait avait un sens, le saphir de Diana épinglé juste au-dessus de son cœur. Un rappel de l'héritage, de la douleur et de la survie. En coulisses, William a soutenu chaque étape. Il a examiné les brouillons, a écouté ses répétitions et s'est retiré quand c'était nécessaire. « Tu n'as pas besoin de mon aide, lui aurait-il dit un soir. Tu es déjà devenu ce dont ils ont besoin. » Au moment où le discours était prêt, ce n'était plus seulement des mots sur papier. C'était la mission de Catherine et sa déclaration silencieuse qu'elle n'était plus seulement dans la monarchie. Elle était prête à la façonner. La réaction émotionnelle de la famille. À la fin du discours, quelque chose s'est produit dans la salle de bal qui a stupéfié même les observateurs royaux les plus chevronnés. Le silence, pas des applaudissements polis, pas des éloges immédiats, juste l'immobilité. Le roi Charles était assis droit, mais ses mains étaient jointes plus fermement que d'habitude. Ceux qui lui étaient le plus proche ont remarqué ses yeux brillants, non pas à cause de l'âge, mais à cause de la fierté. Un initié royal a dit plus tard qu'il n'avait pas dit un mot. Il n'avait pas à le faire. Tout le monde savait ce qu'il ressentait. De l'autre côté de la pièce, le prince William n'a pas cligné des yeux pendant tout le discours de Catherine. Ses hochements de tête, subtils mais rythmiques, reflétaient tout ce qu'il avait toujours cru en elle. Mais maintenant, le monde entier le voyait enfin aussi. Quand elle est retournée à sa place, il s'est penché et a chuchoté quelque chose. Personne ne l'a entendu, mais Catherine a souri. Puis il y a eu la princesse Anne, assise près de l'avant. Elle n'a pas pleuré, elle n'a pas applaudi sauvagement, elle a simplement fait un doux signe de tête, le genre d'approbation silencieuse qui signifie tout quand elle vient d'elle. Elle a bien fait. Anne a dit à un membre du personnel par la suite. Elle a compris le moment. Même les aides du palais les plus stoïques, des personnes formées pour rester impassibles, ont été vues essuyer discrètement leurs yeux derrière les colonnes dorées. Certains avaient servi la famille royale pendant 30 ans et ont dit qu'ils n'avaient pas vu une émotion aussi authentique en public depuis le jubilé final de la reine Élisabeth II. Il ne s'agissait pas seulement d'une famille réagissant à un discours. C'était une monarchie réagissant à l'espoir, à un nouveau type de leadership, au moment où ils ont réalisé que la prochaine reine n'arriverait pas un jour. Elle était déjà arrivée. Le poids de l'héritage d'Anne. Le lendemain matin du banquet, les gros titres portaient tous sur le discours de Catherine. Mais derrière les portes du palais, le vrai travail ne faisait que commencer. Lorsque la princesse Anne s'est retirée, elle n'a pas seulement laissé un titre derrière elle, elle a laissé une montagne de responsabilités. Plus de 300 parrainages, des milliers de de projets en cours et une réputation bâtie sur plus de 5 décennies de service. De Save the Children aux sociétés agricoles écossaises, Anne était l'épine dorsale de la monarchie, infatigable, pointue, inébranlable. Et maintenant, tout cela était transmis à Catherine. Il ne s'agissait pas d'un simple transfert, a déclaré une source du palais. C'était un transfert d'héritage. Mais voici le rebondissement. Catherine n'a pas bronché. Elle n'a pas demandé de report.
Elle a immédiatement demandé des briefings détaillés sur chaque œuvre caritative avec laquelle Anne travaillait. Pas des résumés, de vraies données, de vraies personnes, un réel impact. Elle voulait savoir qui elle aidait, pas seulement ce qui devait être fait. Sa première apparition confirmée, le Royal Highland Show en juin. L'un des événements les plus appréciés d'Anne. Et oui, Catherine a insisté pour rencontrer l'équipe personnelle d'Anne avant de mettre les pieds sur ce terrain. Mais ce n'était pas un travail de copie. Là où Anne avait de la précision et de la discipline, Catherine apportait de l'empathie et de la chaleur. Deux énergies différentes, un objectif commun. Elle ne fera pas comme Anne, a expliqué un conseiller principal. Elle le fera à sa manière, et c'est là tout l'intérêt. Catherine prévoirait d'intégrer le développement de l'enfance, la sensibilisation au cancer et les initiatives en matière de santé mentale dans son nouveau portefeuille, reliant ainsi ses passions de longue date aux causes de longue date d'Anne. Et même si elle assume davantage de rôles, elle a fixé des limites. Un initié a révélé qu'elle avait dit à son équipe « Si je ne peux pas bien le faire, je ne le ferai pas du tout. » Chaque engagement doit avoir un sens. Il y a une raison pour laquelle cette ligne a fait écho aux paroles précédentes d'Anne. Parce que bien qu'elles soient deux femmes très différentes, la discipline rencontre la grâce, l'acier rencontre le cœur, leur dévouement au service est identique. Et c'est pourquoi Anne l'a choisi. Elle n'a pas passé le flambeau parce qu'elle était fatiguée. Elle l'a passé parce qu'elle a vu que Catherine était prête. La réponse inoubliable du public. Ce qui s'est passé en ligne dans les 48 heures qui ont suivi le discours de Catherine a stupéfié même le personnel de communication du palais. L'extrait de ces mots, à peine 3 minutes, a explosé sur les plateformes. À minuit, les hashtags Queen Catherine et Tears at the Palace étaient en trending non seulement au Royaume-Uni, mais aussi au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et même en Allemagne. En quelques heures, les médias sociaux ont été inondés de réactions émotionnelles. Cette femme ne porte pas seulement la couronne, a posté un utilisateur, elle porte le pays. Des survivants du cancer du monde entier ont partagé des lettres personnelles, la remerciant d'avoir utilisé sa voix pour transformer la douleur en pouvoir. Une femme de Manchester a écrit « J'ai eu peur pendant des mois. Ces mots m'ont fait me sentir vue. » Les organes de presse n'étaient pas loin derrière. Le Times a qualifié cela du moment royal le plus honnête depuis une décennie. Le Figaro en France l'a salué comme une reine dans l'âme, si ce n'est déjà de droit. Et aux États-Unis, même des chaînes comme CNN et NBC ont diffusé des segments prolongés intitulés « The Future Queen Speaks », la future reine parle. Mais il ne s'agissait pas seulement d'un battage médiatique. Au palais de Kensington, les livraisons de courriers ont triplé des lettres manuscrites, affluaient de grands-mères, d'étudiants, de femmes de militaires et de combattants contre le cancer. Certains ont envoyé des photos, d'autres ont envoyé des prières. Et ce n'était pas seulement de l'admiration, c'était du soulagement. Après des années de scandales, de pertes et de méfiance du public, les gens voyaient enfin quelqu'un qui se sentait authentique, non scénarisé, non scandaleux, non distant. La couronne se sentait à nouveau humaine. Un historien royal a publié en ligne, pas à cause de la cérémonie, mais à cause de la sincérité. Même les critiques de la monarchie ont fait une pause. Des commentateurs qui ont souvent remis en question la pertinence de la famille royale ont admis que quelque chose avait changé. Il ne s'agissait plus de devoir, il s'agissait de connexion. Et dans cette connexion, les gens ont vu la seule chose qui manquait à la monarchie depuis des années. L'espoir. Alors que le public regardait Catherine s'élever, une chose est devenue claire. Ils ne voyaient pas seulement une princesse, ils assistaient à la naissance d'une reine. La reine en devenir. Dans les jours qui ont suivi le discours de Catherine, un changement discret a commencé à se produire à l'intérieur des murs du palais. À peine visible pour le public, mais profondément ressenti par ceux qui travaillent le plus près de la couronne. Son emploi du temps n'a pas seulement repris, il s'est transformé. Elle n'assistait plus à des événements pour représenter. Elle entrait maintenant dans les salles pour diriger. À Clarence House, elle a commencé à organiser des briefings privés le mardi avec les principaux conseillers du roi Charles.
L'accent était mis sur la précision, priorité du Commonwealth, initiative pour la jeunesse et soins de santé. Sa voix n'était pas seulement entendue, elle façonnait la politique. Le personnel a immédiatement remarqué la différence. Elle parlait calmement, mais avec direction. Les notes étaient minimes, les décisions étaient claires. En coulisses, même William a commencé à faire de la place pour sa présence croissante. Lors des apparitions conjointes, il s'est plus souvent déplacé sur le côté. Lorsqu'on l'a interrogé sur son rôle, il aurait dit « Elle n'a pas besoin de soutien. Elle a trouvé son rythme. » Ceux qui le connaissaient le que sa fierté pour elle était indéniable. Ce qui a rendu l'évolution de Catherine Sen remarquable n'était pas seulement son maintien, c'était la façon dont elle portait l'héritage sans limiter. Elle s'est déplacée avec la discipline d'Anne, la chaleur de Diana et la constance que l'on voyait autrefois chez la reine Élisabeth. Mais tout cela avec sa propre voix. Vers le milieu du mois d'octobre, le roi Charles avait commencé à la désigner simplement comme l'avenir en privé. Pas de titre, pas de faste, juste de la confiance. Elle a commencé à s'habiller avec une intention tranquille. Pas de couleurs vives, pas de motifs bruyants. Ses robes étaient douces, ses accessoires parlaient plus fort, chacun ayant une signification. Le saphir de Diana, le bracelet de la reine, l'épingle d'Anne. Elle écrivait son chapitre phrase par phrase avec des symboles qui racontaient l'histoire mieux que les mots. Et elle a dit non. Lorsqu'on lui a offert 8 nouveaux parrainages royaux, elle n'en a accepté que 3. Ses mots au personnel ont été tranchants et inoubliables. Chaque engagement que je prends doit être vécu, pas seulement listé. Ce n'était pas seulement une politique, c'était un principe. Le palais n'avait pas entendu quelque chose d'aussi honnête depuis des années. Catherine ne se précipitait pas pour faire ses preuves. Elle s'avançait lentement, mais indubitablement, au centre de la monarchie. Et sans faire de bruit, elle était déjà devenue la reine dans le cœur des gens. La nouvelle ère de la couronne commence. Ce qui a commencé comme un simple discours lors d'un banquet s'est rapidement transformé en le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Derrière les portes gardées de Buckingham Palace, on parle maintenant de la nuit où tout a basculé. Pas seulement pour Catherine, mais pour la monarchie elle-même. Le roi Charles, ému par la réaction aux paroles de Catherine, a discrètement approuvé des plans visant à accroître ses fonctions cérémonielles. En quelques semaines, elle a été choisie pour représenter la couronne au prochain sommet du Commonwealth. Cela n'a pas été annoncé, cela n'a pas été débattu. C'était simplement entendu. C'était la prochaine étape. Le public l'a remarqué et a réagi. Les cotes d'approbation royale ont bondi de 17% en moins de 2 semaines. Pour la première fois depuis des années, les gens ont ressenti non seulement de la loyauté, mais aussi de la conviction. Les journaux ne parlaient plus de scandale ou de silence. Ils parlaient de sincérité. Les œuvres de bienfaisance ont commencé à la contacter pour lui demander de s'impliquer. Les groupes de lutte contre le cancer ont demandé des partenariats. Les responsables de la santé mentale l'ont invité à prendre la parole. Catherine n'avait même pas commencé son nouvel emploi du temps. Et pourtant, les gens se tournaient déjà vers elle. Elle est devenue le pont entre ce que la monarchie avait été et ce qu'elle pouvait devenir. Ce qui a vraiment stupéfié les initiés, ce n'est pas la quantité de ce que Catherine a fait, mais la profondeur de ses liens. Elle n'a pas charmé les foules, elle les a atteints. Sa chaleur n'était pas une performance, elle était enracinée dans la douleur, la guérison, la résilience. À l'intérieur du palais, on ne se demande plus si Catherine définira l'avenir de la monarchie. C'est déjà en train de se produire. Un assistant l'a dit le mieux après le banquet. Nous n'avons pas seulement assisté à un discours, nous avons été témoins du moment où la couronne s'est déplacée d'elle-même. La nouvelle ère de la couronne n'a pas été déclarée. Elle a été ressentie et Catherine la dirige déjà avec une puissance tranquille que le monde n'oubliera pas. Ce soir-là, le monde n'a pas seulement assisté à un discours, il a assisté à l'ascension de la reine Catherine. Les tasses, les larmes de la famille royale n'éteignent pas de tristesse, mais de fierté, d'amour et de renouveau. Une chose est claire, l'avenir de la monarchie n'est pas incertain. Elle se tient droite, parlant doucement,